Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche de 14h à 15h pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Arc-en-ciel, la chronique. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel sur Radio Pluriel, une émission transmise en direct de la ville de Lyon. Animation festive. Après la COP22, le Maroc, ces derniers jours, vit une actualité dense et qui a tout un sens. Et nous venons de fêter une grande fête internationale, plutôt. Une fête qui a tout un sens, une fête qui symbolise l'état de droit, la fête de l'indépendance. Et à cette occasion, nous serons heureux d'accueillir parmi nous dans cette émission en direct du Royaume du Maroc, Monsieur le ministre Si Saïd Al-Fassi, fils d'une famille de résistants et notamment sa marhouma al-Umm, Madame Malika, et le temps de rentrer en contact avec Si Saïd Al-Fassi. On vous laisse avec cette très très belle chanson. فأنت مني في الحشا وفي الدم يا موطني نلت المراد فاسلمي فأنت مني في الحشا وفي الدم أنت نشيد المجد في كل فمي أنت شعار العز منذ القدم. Sur ces belles paroles sur le Watan, au Madraka Mal Watan, il faut rappeler qu'il y a des femmes et des hommes qui sont tombés pour ce pays cher et qui est tout un symbole. L'indépendance du Maroc a été réalisée, mais le combat continue sur d'autres créneaux, notamment le créneau de la promotion économique et sociale du Royaume du Maroc. Et afin que nous n'oublions pas l'histoire, parce que l'histoire c'est le présent, l'histoire c'est le futur. Et afin de participer à notre juste titre et à notre petite échelle, faire parler de ces femmes, de ces hommes qui ont travaillé, qui étaient engagés pour l'indépendance du Royaume du Maroc. Et parmi eux, il y avait une femme qui s'appelle Madame Al-Marhouma Malika Al-Fassi. Madame Malika Al-Fassi, c'est l'unique femme qui a signé le manifeste de l'indépendance du 11 janvier 1944. Et nous sommes heureux aujourd'hui de lui accorder une large partie de notre émission. Et nous donnerons la parole à son fils, Al-Bar, c'est Saïd Al-Fassi, pour nous parler de cette femme résistante, de cette famille de résistance avec son père aussi qui a tant donné pour ce pays. C'est Saïd Al-Fassi, marhaban bik dans l'émission Arc-en-ciel. Oui, bonjour, c'est Abdelatif.
Ben, je suis heureux que vous gardiez la mémoire vivante de ceux qui ont fait pour le Maroc. C'est l'histoire, c'est pour nous, pour nos enfants, pour nos futurs enfants. Il ne faut pas oublier les gens qui t'ont donné pour que ce Maroc d'aujourd'hui, Maroc indépendant, Maroc prospère, Maroc qui voit l'avenir qui arrive à grands pas. C'est grâce à ces gens qui ont participé à notre liberté, à notre indépendance. Allah yarhamhum ajma'in. Madame Malika Al-Fassi, il est né le 19 juin 1920 dans une famille intellectuelle et son père, Mehdi El-Fassi, grand cadi nationaliste, a amené à son domicile de grands professeurs pour sa fille, ce qui fait que non seulement elle à l'instruire, mais aussi elle était musicienne, car il jouait de la flûte et de l'accordéon. Elle montait aussi au cheval. Cette éducation a fait d'elle une femme émancipée et nationaliste. Mais cette femme a été la femme aussi d'un homme, d'un mari, qui est le père de Saïd Al-Fassi, un père qui est né orphelin. À l'âge de 5 ans, elle a été élevée par son grand-père, donc elle a été élevée dans la crème de l'expérience d'un grand-père. Et à son retour de ses études de Paris, le premier et unique bachelier marocain, il faut le rappeler ça aussi, c'est très important pour dire comme quoi on est dans un cadre d'une famille intellectuelle, l'a épousé et elle a commencé le grand combat à deux pour l'indépendance du Maroc. Que représente pour vous, si Saïd Al-Fassi, d'appartenir à une famille d'intellectuels, mais aussi de résistants? En fait, comme je l'ai dit, c'est comme une piqûre de nationalisme et d'être intellectuel et avoir le sens nationaliste du pays. Mais ce qui est important pour ma mère, c'est de dire que, en fait, contrairement à ce qui est communément pensé, la femme marocaine a toujours été active, qu'elle soit intellectuelle ou pas, qu'elle soit instruite ou pas, et elle a un rôle énorme, aussi bien au sein de la famille qu'au sein de la nation, par ses activités, par son attachement, par tout ce qui fait, contrairement à ce qu'on pense, elle vote aux élections depuis les années 60, c'est-à-dire aux premières élections nationales, les femmes avaient le droit de voter. Alors que les gens pensaient que la femme marocaine est au foyer, qu'elle s'occupe de rien, qu'elle ne fait rien, ce qui est complètement faux. Et la meilleure des preuves, c'est ma mère, à qui on avait déjà proposé en 1955 le poste de ministre et qu'elle avait refusé. Alors qu'en France, on ne parlait même pas de femme ministre. C'était impensable. Donc, on peut dire que au Maroc, d'ailleurs, notre aïeul, il y a plus de 1000 ans maintenant, disait mon aïeul, a fondé la plus vieille université du monde actuellement, l'université Qarawiyyin. C'est Fatima El-Ferri. Bien sûr. Donc, on n'avait même pas le nom encore de El-Fassi. On s'appelait El-Ferri uniquement. Et donc, c'est dans nos origines, c'est ainsi. Et la femme a toujours été extrêmement active. Vous avez gardé des bons souvenirs de cette mère avant tout, mais aussi et c'est une femme résistante en 1920 et le manifeste a été signé en 1944. Donc on parle d'une jeune fille à l'époque qui s'est engagée. Ça montre comme quoi il y a une émancipation, comme vous l'avez bien cité, de la jeunesse marocaine à l'époque. Elle vous a transmis ça à travers ses récits durant cette période, et notamment avant l'arrivée de Mohammed V, que Dieu son âme. C'est-à-dire que, effectivement, nous, on était extrêmement jeunes. Comme vous l'avez dit, elle est née en 1920, et en 1944, moi, je n'étais même pas né, évidemment. Bien sûr. On dit qu'elle a signé, je peux dire qu'elle a fait même plus que signer, étant donné que, avec mon père, elle a participé à la rédaction du manifeste de l'indépendance
elle a activement, avec mon père et avec Feu Sa Majesté Mohammed V, qui étaient en contact permanent. D'ailleurs, ils étaient extrêmement amis, mon père et Feu Sa Majesté Mohammed V, ainsi que la regrettée mère de Sa Majesté Hassan II, le Abla, qui est une Sunghété, c'est-à-dire d'origine mauritanienne, puisque la Mauritanie faisait partie intégrante du Maroc à cette époque. Et ma mère et le Abla étaient des amis intimes aussi. Donc elle était en contact avec Feu Sa Majesté Mohammed V, elle-même, pas uniquement mon père, par le truchement de la reine-mère, la Abla, la mère de Sa Majesté Hassan II. Donc, et la grand-mère de Mohammed VI. Et la grand-mère de notre souverain actuel. Mohammed, évidemment. Donc il y avait un lien, ils travaillaient tous ensemble pour l'indépendance. D'ailleurs, je peux vous dire que la veille de l'exil de Sa Majesté Mohammed V, ma mère déguisée en femme en domestique, avec des guenilles, une vieille djellaba, etc., s'est introduite au palais pour rencontrer Feu Sa Majesté Mohammed V. Elle est rentrée, et évidemment les Français étaient loin de s'imaginer qu'une femme pouvait être aussi active, et elle a vu Sa Majesté Mohammed V qui lui a donné les instructions pour la lutte armée qui s'est engagée donc dès 1953. Elle est rentrée chez elle et il lui avait indiqué ce qu'il fallait faire, etc., donner de l'argent pour acheter les armes, etc. Donc nous, on a vécu dans cette espèce de famille où on voyait très peu nos parents, en fait. Ils étaient toujours tellement engagés dans la lutte. D'ailleurs, vous savez, quand je regarde des films sur la résistance française, je vois qu'au Maroc, on faisait la même chose. Par exemple, à la résistance française, il y avait des mouhazni, vous voyez, ces espèces de coursiers, enfin, qui aident à la résistance, à la résidence française, qui ramenaient à la maison les brouillons des papiers qui étaient jetés dans les poubelles, qui devaient être nettoyés, etc., pour lire ce qu'il y avait écrit dans les brouillons. Bien sûr. Pour savoir ce que voulait décider la résidence française. Voilà. C'est exactement les mêmes choses qu'on voit dans les résistances françaises contre le nazisme, etc. C'est un travail de terrain. C'est un travail de terrain. Ouais. Donc, je me rappelle, mon père, il nous racontait un peu plus tard, et ma mère aussi, qu'il prenait les papiers, les dessous, vous voyez, là où ils écrivaient, en ce temps-là, on écrivait avec le papier lui-même. Ah d'accord, le double. Qui avait en dessous, il devait passer du crayon dessus pour que les lettres réapparaissent. C'est un travail d'investigation quand même, oui. Voilà, absolument. Alors, ainsi, les sous-papiers, les papiers qui étaient en dessous, qui étaient jetés, ils étaient ramassés et à travers la mine du crayon, ils arrivaient à lire ce qu'il y avait écrit. Non, c'était un travail... vous savez, c'est la résistance. En France, c'était la même chose. Et je pense dans tous les pays où il y a eu de la résistance et des résistants. C'est pour ça qu'on pensait souvent que le personnel était des traîtres, mais en fait, non. Ils n'étaient pas des traîtres. Ils faisaient de la résistance, des personnes de milieux vraiment assez pauvres qui travaillaient, mais qui étaient des résistants et on ne pouvait pas le savoir. Mais ce qui est formidable, c'est que jamais le protectorat français n'a pensé qu'une femme pouvait être soupçonnée. Bien sûr. Donc, c'est pour ça que Feu Sa Majesté Mohammed V lui avait confié de s'occuper, elle, de diriger la résistance française. C'est pour ça aussi que quand tous les grands nationalistes, les grands dirigeants marocains, je peux parler de Hachmed Balafraj,
Bien sûr. Yazidi, de Ibn Shamsi, etc., qui sont tous décédés, paix à leur âme, ont été pris, exilés dans le Sahara marocain. À ce moment-là, ils n'ont jamais pensé à prendre ma mère, parce que c'était une femme, donc, inoffensive. Et c'était une grosse erreur, évidemment. Et c'était, disons, l'intelligence de mon père qui avait dit, toi, tu n'apparais pas, tu continues ton boulot, discrètement. Et même lui, c'est pour ça que, même en dirigeant le parti de l'Istiqlal, il est resté dans l'ombre, parce qu'il disait comme ça, ils ne sauront pas que c'est moi qui fais tout. Donc, c'était plutôt intelligent comme positionnement. Oui, c'est le proverbe célèbre, كل عظيم وراءه امرأة. Ça, c'est un réel exemple que vous avez vécu et que le Maroc a vécu à travers une famille de résistants. Je souhaite vous faire écouter un tout petit documentaire qui durera presque 1 minute à 1 minute et demie, si vous le permettez, qui a tout un sens, et j'aimerais bien qu'on rebondisse là-dessus parce qu'il y a des choses qui sont très intéressantes à évoquer, qui sont en relation avec le passé, mais le présent, mais surtout aussi le futur du Royaume du Maroc. أوجه لك هذا النداء لنعبر لك عما يخالجنا من فرح عظيم بمناسبة رجوعنا لوطننا العزيز بعدما قضينا أكثر من عامين في المنفى، وقد كنا وإياك في المحنة سواء طيلة هذه الغربة، نشاطرك آلامك ونقاسبك آمالك، وكانت الروابط التي تجمعنا بك متينة، فلا الأيام ولا بعد المسافات استطاعت أن تنال من ذلك الاتحاد الروحي الذي كان عونا لنا على تحمل الآلام والحنين إلى الأوطان. يا ملك شعبك الحر الأمين يقتدي أنت بالنصر المبين، يا ملك شعبك الحر الأمين يقتدي. Justement, Sylphasie, vous avez écouté ces grandes paroles du père de la nation, Mohammed V, que Dieu son âme. C'est un retour qui est fondé sur les trois glorieuses, comme on dit. La fête du retour, la fête de la Renaissance, mais surtout la fête de l'indépendance. Que représente pour vous ce discours, ce fabuleux discours du retour de Sa Majesté et cette reconnaissance qu'on vient de l'écouter aussi, qu'on vient de l'Orient entendre une deuxième fois, suite à la réussite de la COP 22, lorsque Sa Majesté, je félicite mon pays d'avoir réussi la COP 22. D'abord, c'est extrêmement émouvant de réécouter ça. Ça me rappelle mon enfance. Vous savez que, comme je l'avais dit quand on avait fait l'interview, moi déjà à l'âge de 7-8 ans, je sortais dans les manifestations, dans les rues, où tous les Marocains étaient engagés. Il fallait voir, c'était absolument fabuleux. Je me rappelle, j'étais sur le dos d'un jeune Marocain et j'avais la photo de Mohamed V et on criait tous Malikouna Wahid, Mohamed al-Khamis, etc. Namoutou Jami'an wa Yahya al-Khamis. C'était ce qu'on déclarait dans les rues. Il faut dire que Feu Sa Majesté Mohamed V était vraiment un nationaliste parce que je me rappelle ce que me disaient mes parents quand ils avaient amené le brouillon du manifeste de l'indépendance où à ce moment-là ils avaient écrit uniquement le respect de la convention du protectorat, le retour donc au respect de ce qui était écrit. Mohamed V a dit mais pourquoi ne pas demander carrément l'indépendance du Maroc. En ce temps-là, ça s'appelait l'Empire chérifien du Maroc. C'est pas un royaume, c'est un empire, parce que comme vous le savez, le Maroc est composé de plusieurs ethnies, de plusieurs régions, de plusieurs langues locales, comme le Tachilhit, le Tarifit, le Tamazirt, qui sont tous appelés donc le berbère. Et Mohamed V,
savait que son empire devait reprendre son indépendance carrément, ne plus subir le protectorat. Et c'est comme ça que aussi, quand on parle des Trois Glorieuses, parce qu'il y avait le retour de Sa Majesté, il y avait La donc Renaissance. la fête du trône, et il y avait donc la signature de l'indépendance interne du Maroc en 1955. Et les gens se trompent souvent quand ils disent que le Maroc était indépendant en 1956. Donc, en 1956, c'était l'indépendance totale, c'est-à-dire que le Maroc, en 1955, c'est-à-dire en novembre 1955, n'avait pas de ministre des Affaires étrangères. Donc, tout ce qui concernait les affaires étrangères était gardé par le protectorat, et ce n'est qu'en 1956 qu'il y a eu l'indépendance totale et complète. Voilà, donc... et le Écoutez, Maroc continue. Donc, c'est cette poussée de ce Maroc émancipé, de ce Maroc innovateur, a fait que, avec Sa Majesté Sidi Mohamed, qui était déjà donc à Rio pour les problèmes d'écologie, d'environnement, Bien sûr. etc., est un homme, un grand homme, engagé dans la sauvegarde de la terre. Et COP22, c'est venu naturellement, parce que le Maroc est très engagé, extrêmement engagé dans tout ce qui est sauvegarde de la planète Terre. Et c'est ainsi qu'à COP22, ça a été une réussite extraordinaire. Et Marrakech est devenue une ville absolument splendide. Moi, j'y ai assisté, j'ai été à plusieurs réunions, à plusieurs conférences. Et j'ai été épaté par l'organisation, par tout ce qu'a pu faire le royaume pour la COP22. C'est fabuleux, et Marrakech, j'aimerais que tout le monde vienne visiter cette ville et voir ce que les Marocains peuvent faire sur la sécurité, sur la beauté, sur la préservation. On voyait les gens dans la rue, ils jetaient pas un papier, ils jetaient pas un mégot de cigarette, ils traversaient dans les clous, ils attendaient, enfin c'était absolument fabuleux, et j'étais très fier, très très fier d'être marocain. Et nous le sommes tous. Et nous le sommes tous. Saïd El Fassi, nous aussi, ici, là, sur cette terre, de notre deuxième terre, la France, et dans cette ville de Lyon, et surtout dans cette émission Arc-en-Ciel qui est transmise en direct chaque dimanche, des éléments concernant notre pays d'origine. Notre objectif, c'est de promouvoir notre pays à travers son passé, à travers son présent, mais aussi pour son futur. J'espère bien que le message arrive à nos auditoires là où ils se trouvent dans le monde, comme quoi le Maroc d'aujourd'hui, ce n'est pas le fruit du hasard, mais c'est le fruit d'un travail acharné, des gens qui ont donné leur vie, qui ont donné leur temps, qui ont donné leur santé, pour que ce Maroc puisse être un Maroc propre et un Maroc libre et un Maroc indépendant et qui peut organiser des COP et des COP. C'est Saïd El Fassi, un dernier mot si vous le permettez, concernant votre maman, qui est la maman de l'ensemble des femmes marocaines, par ses actions, par sa participation à l'émancipation de la femme, mais surtout par sa résistance devant l'occupation. Ben, vous savez, ma mère a toujours été engagée complètement pour la femme, pour le Maroc total, hommes et femmes, mais particulièrement pour l'émancipation de la femme, vu que c'est quand elle avait refusé le poste de ministre, elle avait demandé à feu Sa Majesté Mohamed V le droit des femmes au vote. Et Sa Majesté lui a dit d'accord, et il a pris donc son daïr pour que les femmes puissent aussi voter. Exactement. Et ce qui fait que les premières élections qu'il y a eu au Maroc, la femme a voté. C'est quand même assez fabuleux. En outre, elle s'est occupée de fonder le premier orphelinat pour filles, uniquement pour filles. Et cet orphelinat qui existe encore maintenant a formé beaucoup de jeunes filles et jeunes femmes qui sont devenues des avocates, des juges, des médecins, etc.
elle a participé activement à la formation. Elle a participé aussi avec Sa Majesté, qui était le président du comité de lutte contre l'analphabétisme, et elle était la vice-présidente pour que hommes et femmes puissent s'alphabétiser, apprendre à écrire, à lire, etc. Et ceci déjà dans les années en 1956. Donc c'est pas quelque chose de nouveau. Donc, et puis, si vous voulez, elle est née dans une famille qui était ainsi. Et comme le Maroc est un pays, vous savez que la monarchie marocaine est l'une des plus vieilles, sinon la plus vieille du monde. Vu qu'il y a 12 siècles qu'au Maroc on a la monarchie. Et cette monarchie qui est le lien, le ciment des Marocains entre eux. Et c'est pour ça que les Marocains restent très monarchistes, coûte que coûte, parce que, comme j'ai dit, c'était un empire. Ce n'était pas un royaume uniquement, vu qu'il y avait des vice-rois. Bien sûr. Il y avait 3 vice-rois, le Khalfan, dans le sud, au nord, etc. Donc, je parle du Maroc parce que ma mère est un élément de la marocanité. Elle a continué et s'est engagée dedans parce qu'elle a eu la chance d'avoir un père intellectuel, un père qui lui a amené les profs à la maison de littérature, de philosophie, etc., etc. Elle a continué et elle a essayé de donner tout ce qu'elle avait aux jeunes femmes et aussi aux jeunes gens. Bien sûr. Parce que, contrairement à ce qu'on peut penser, elle ne s'occupait pas uniquement de la condition de la femme. Pour elle, tous les Marocains sont pareils. La femme vaut l'homme, l'homme vaut la femme, et on travaille pour les deux, pour l'homme et la femme. Et l'un des meilleurs exemples, c'est que, comme le Coran le dit, que avec le mariage, il complète. L'homme et la femme, c'est un tout. Et le mariage est un objectif, parce qu'il complète le couple, il complète l'existence. Et mon père et ma mère ont été l'un des meilleurs exemples du verset du Coran, puisque à deux, ils travaillaient, à deux, ils ont participé, ils sont engagés, et Dieu merci, ils ont réussi à... الحمد لله الحمد لله رحمة الله عليهم أجمعين للأم وللأب. تحية صديقة سي سعيد الفاسي ومرحبا بك في هذه l'émission Arc-en-Ciel que vous connaissez maintenant à tout moment. On est là pour promouvoir notre pays d'origine, le Maroc, mais aussi notre pays d'adoption, la France. Je vous laisse avec cette très très belle chanson d'un ancien qui est aussi un ancien qui a tant donné pour le royaume du Maroc dans le cadre de la musique, n'est que si Ismaïl Ahmed. C'est Saïd Fassi, Tahiyati Sadiqa. Je vous remercie. Merci beaucoup. مع السلامة سيدي. مع السلامة. ضحي بشبابي ونهدي عمري وما عندي سبيل